Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des types de raisonnement mathématique. En effet, pour démontrer des propositions, les scientifiques ont dû développer des méthodes de raisonnement pour faire face à divers problèmes au fil des âges. Il existe une multitude de types de raisonnement mathématique, et aujourd'hui, je vous propose de vous les expliquer. Je ne vais pas m'étendre très longtemps sur chaque type de raisonnement, surtout ceux qui sont plus simples à comprendre, car mon objectif est avant toute chose de vulgariser les maths pour favoriser votre compréhension et non de faire un cours de maths. Le raisonnement par contre-exemple porte bien son nom, puisque son idée générale est de trouver un contre-exemple à une proposition donnée pour prouver qu'elle est vraie ou fausse. Par exemple, si on prend la proposition « Pour tout x appartenant à R, x carré égale 9 ». Faux. Par exemple, pour x égale 2, x carré égale 4 et est donc différent de 9. Voici ce qu'est le raisonnement par contre-exemple. Le raisonnement par l'absurde consiste à énoncer la proposition que l'on cherche à vérifier et par des enchaînements logiques, à aboutir à une contradiction de la proposition initiale, démontrant ainsi la véracité de cette dernière. Par exemple, supposons que 8 est un chiffre impair. 8 égale 4 fois 2, donc 8 est forcément pair par propriété de la multiplication de deux nombres pairs. Or, un nombre ne peut pas être à la fois pair et impair, donc 8 est pair, et ma proposition initiale est fausse. Une démonstration par disjonction de cas est une démonstration dans laquelle, pour vérifier une proposition de départ, on sépare les éléments qui la constituent pour les isoler et les vérifier un à un, indépendamment des autres. Par exemple, prenons la proposition suivante. On cherche à démontrer que, pour tout nombre x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 0. Ici, on va chercher à traiter tous les cas possibles de nombres x pour être sûr que la proposition est valide. Ainsi, pour être sûr de traiter tous les cas, on peut découper l'ensemble des réels en trois catégories, les nombres positifs, les nombres négatifs et 0. D'abord, avec les nombres positifs, tout le monde sait que si x est un nombre positif et qu'on le multiplie par lui-même, on trouvera un nombre positif. Ensuite, si x est négatif, la règle des signes vue en classe de 4e dit que l'on trouvera un nombre positif. Et enfin, si x est égal à 0, on trouvera 0, car 0 au carré égale 0. Ainsi, on a démontré par disjonction de cas que l'hypothèse de départ est valide. La démonstration dite par récurrence est assez complexe, non seulement à comprendre, mais en plus à expliquer car elle se décompose en plusieurs étapes. Pour expliquer la démonstration par récurrence, on va prendre l'exemple de dominos. L'objectif est de faire tomber des dominos. D'abord, la première étape de la démonstration par récurrence, l'initialisation. Dans cette première étape, on cherche à démontrer que la proposition est vraie au premier rang, généralement au rang n égale 0. Dans notre exemple, cela reviendrait à se demander si le premier domino de la ligne est tombé. Si l'initialisation est valide, alors on continue la démonstration avec la seconde étape, la plus importante, l'hérédité. Cette étape consiste dans notre exemple à montrer que la chute du premier domino va se propager dans tous les dominos pour tous les faire tomber. Généralement, on pourrait dire que l'hérédité consiste à prouver que si notre proposition est vraie pour un certain rang n, un certain domino n dans notre exemple, alors elle sera également vraie pour le rang suivant. Ainsi, la dernière étape de la démonstration par récurrence est la conclusion, étape durant laquelle on énonce ce que l'on a réussi à prouver grâce aux deux étapes précédentes et où on en tire une solution plus générale. Dans notre cas, on pourra dire que les dominos vont ainsi éternellement continuer de tomber pour chacun des rangs. Il existe une variante de la récurrence appelée récurrence double, dont la seule différence dans le raisonnement consiste en le fait que pour établir l'hérédité de la récurrence, on ne se base pas sur un terme quelconque un pour travailler sur un plus 1 comme pour la récurrence, on se base cette fois sur les deux termes qui précèdent un plus 1, soit un moins 1 et un.
Le principe du raisonnement par équivalence est de partir d'une proposition que l'on souhaite démontrer, de dire qu'elle est équivalente à une autre, puis à une autre, jusqu'à ce qu'on arrive à une proposition dont la véracité est connue, pour réussir à tirer des conclusions sur le degré de vérité de la proposition initiale. Un exemple sera sûrement plus concret. Prenons par exemple la proposition racine de x plus y inférieur ou égale à racine de x plus racine de y. On réécrit la proposition sous une forme équivalente en élevant au carré les deux membres de l'inéquation. Cela donne racine de x plus y au carré, inférieur ou égal à racine de x plus racine de y, le tout au carré. Le membre de gauche est donc équivalent à x plus y. Et pour le membre de droite, on va devoir le développer via les identités remarquables. J'ai d'ailleurs fait une vidéo très intéressante sur les identités remarquables que je vous recommande. Le membre de droite est donc équivalent à x plus 2 racines de x, y plus y. On passe le x plus y de l'autre côté de l'inéquation, celle-ci étant maintenant équivalente à x plus y moins x moins y inférieur ou égal à 2 racines de x, y. Ici, on réussit à obtenir une proposition finale dont on connaît la véracité. On sait qu'elle est vraie. En effet, pour tout x et pour tout y positif, 2 racines de x, y est supérieure à 0. Mais comme on a raisonné tout du long par équivalence, on sait que cette proposition finale a le même degré de vérité que la proposition initiale. Donc, on sait que la proposition initiale est vraie. C'est ça, le raisonnement par équivalence. Le raisonnement par induction est relativement complexe, puisque pour fonctionner, il requiert plusieurs étapes, tout comme le raisonnement par récurrence. D'ailleurs, on peut considérer que le raisonnement par induction est en quelque sorte une généralisation du raisonnement par récurrence. On va partir d'une proposition P de n qui affirme que la somme pour i allant de 1 à n des i carrés est égale à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. La condition pour que le raisonnement par induction fonctionne est de s'assurer que la proposition P de n est définie sur un ensemble discret et ordonné, c'est-à-dire que les espaces entre les éléments de l'ensemble sont quantifiés et que chaque nombre possède un successeur. Ici, on prendra l'exemple de l'ensemble des entiers naturels excluant 0, noté n étoiles. La première étape est de s'assurer que la proposition est vraie pour la plus petite valeur dans l'ensemble, ici 1. On calcule donc P de 1 qui dit que 1 au carré, donc 1, est égal à un facteur de 1 plus 1, facteur de 2 facteurs de 1 plus 1, le tout divisé par 6. On réduit et obtient bien que 1 est égal à 1. Donc, P de 1 est vrai. Maintenant que l'on a prouvé que P de 1 était vrai, on peut supposer que P de n est vrai pour une valeur quelconque de n appartenant à n étoiles. Maintenant, voyons ceux qui résultent de P de n plus 1. Si la proposition initiale est vraie, alors on peut dire que P de n plus 1 est égal à la somme pour i allant de 1 à n plus 1 des i carrés, égal à n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2 facteurs de n plus 1, plus 1, le tout divisé par 6. Voilà, on rappelle que ça, on ne sait pas encore si c'est vrai, seulement si on dit que P de n est vrai, alors voilà à quoi ressemblerait P de n plus 1, en remplaçant n par n plus 1. Ensuite, pour finir notre raisonnement, il n'y a plus qu'à voir si le résultat de P de n plus 1 concorde avec le résultat de P de n, auquel on rajouterait manuellement le terme n plus 1 au carré. Ainsi, de part et d'autre de notre égalité représentant P de n, on rajoute le terme n plus 1 au carré. De ce fait, on ne modifie évidemment pas l'égalité. En réduisant, on obtient que la somme pour i allant de 1 à n plus 1 des i carrés est égale à n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6, auquel on ajoute n plus 1 au carré, que l'on peut réécrire comme étant 6 facteurs de n plus 1 au carré sur 6. Comme les deux membres de droite sont sur le même dénominateur, on peut les regrouper sans souci. Et en factorisant par n plus 1 pour faire disparaître le terme au carré, cela donne n plus 1, facteur de n facteur de 2n plus 1, plus 6 facteurs de n plus 1, le tout divisé par 6. On distribue ceux qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses pour obtenir n plus 1, facteur de 2n carré plus 7n plus 6.
Enfin, en développant cela, on peut reformuler sous la forme n plus 1, facteur de 2n plus 3, facteur de n plus 2, le tout sur 6. Là, on voit qu'on se retrouve avec le même résultat qu'avec notre résultat de tout à l'heure quand on avait essayé de calculer p de n plus 1. Ainsi, si en supposant que p de n était vrai, on a trouvé que p de n plus 1 était vrai, alors c'est qu'on a démontré l'hérédité de p de n. Et donc on a réussi à démontrer que p de n est vrai, alors qu'on n'a fait que le supposer jusqu'à maintenant. X égale 2 implique que x carré égale à 4. Si P est vrai, et si l'on dit que P implique Q, alors Q est vrai. Ici, on admet que P est vrai pour l'exemple, et comme P implique Q, Q est vrai. Ainsi, grâce au raisonnement par implication, on peut prouver à partir d'une proposition connue une autre proposition qu'on chercherait à démontrer si on sait que cette dernière découle de la proposition connue. Le raisonnement par déduction est le raisonnement que l'on utilise quand on n'évoque pas dans notre démonstration qu'on utilise un raisonnement précis. Je m'explique, pour faire une démonstration simple, mettons « démontrer la première identité remarquable de second degré ». Ici, la démonstration est tellement simple que vous ne pensez même pas avoir besoin d'utiliser un raisonnement précis pour démontrer la proposition. Dans ce cas, vous faites appel à un raisonnement déductif. Vous n'utilisez que des éléments simples, des propriétés bâties sur des axiomes, pour établir votre raisonnement, et ainsi, vous n'avez pas vraiment besoin de méthode pour réaliser votre travail, seulement de relations logiques qui relient les différentes étapes de votre raisonnement. Sans s'en rendre compte, le raisonnement déductif est celui que l'on utilise le plus couramment en sciences. Le raisonnement par double inégalité est peu connu et peu utilisé, mais il est toujours intéressant à connaître pour pouvoir, dans certains cas, se sortir d'une impasse pour réussir une démonstration par exemple. Prouvons que A égale B, si A est supérieur ou égal à B, et si A est inférieur ou égal à B, alors A est égal à B. Il peut paraître trivial, mais dans les études supérieures, quand on vous demande de justifier avec des preuves tous les théorèmes et les raisonnements que vous utilisez, il peut être utile de savoir que ce phénomène porte un nom. Le raisonnement par analyse-synthèse, aussi quelquefois appelé raisonnement par existence-unicité, est couramment utilisé par tout type d'élèves, puisque c'est ce type de raisonnement qui intervient chaque fois que l'on résout une équation, pour connaître l'ensemble des solutions de l'équation en question. Le raisonnement est décomposé en deux étapes, l'analyse puis la synthèse. Pour schématiser, on va considérer un ensemble E, une zone de recherche pour un problème donné, et un ensemble S représentant les solutions de ce problème. Si on devait représenter schématiquement l'idée de l'analyse, elle serait dans ce cas de réussir à déterminer un ensemble de restrictions du champ d'investigation de E que l'on note C et qui inclurait S. C'est le plus gros du travail. Ensuite, pour représenter schématiquement l'idée de la synthèse, elle serait d'examiner méthodiquement chaque élément de l'ensemble C établi précédemment pour vérifier son appartenance à l'ensemble solutionnaire S. Autrement dit, la synthèse est l'étape durant laquelle on affine les bords de C pour ne laisser que des éléments de C qui sont inclus dans S. Plus précisément, on établit une bijection entre l'ensemble C et l'ensemble S, de sorte à ce qu'ils soient identiques en tout point. Le raisonnement par contraposé est utile dans certains cas, lorsque l'on veut, à la place de démontrer une proposition, passer par la démonstration de sa contraposée pour finalement prouver la proposition initiale. C'est-à-dire qu'on se sert de la loi logique qui dit que P implique Q revient à dire que non, Q implique P. Un exemple sera sûrement plus concret. On cherche à montrer que la racine d'un carré impair est impaire. Ce que j'appelle racine d'un carré impair, c'est la racine d'un nombre n de la forme n égale 2k plus 1 et également le carré d'un nombre m. Pour prouver cela, on va utiliser la loi logique qui découle du raisonnement par contraposé que nous venons de voir. Si on arrive à prouver que le carré d'un nombre pair est pair, alors on aura également prouvé que la racine d'un carré impair est également impaire. Ainsi, plutôt que d'avoir à effectuer une démonstration pour laquelle on ne voit pas de façon de s'en sortir dans l'immédiat, on arrive à s'en tirer avec une démonstration toute simple qui va nous prendre à peine 1 minute à réaliser. On prouve donc que le carré d'un nombre pair est pair.
Ainsi, on pose naturellement A, un nombre pair appartenant à R, égal à 2K, appartenant à R également. On calcule donc son carré pour voir si notre proposition initiale est vraie. Cela nous donne A carré égale 2K, le tout au carré, que l'on simplifie pour donner A carré égale à 4K carré. On effectue désormais une factorisation par 2 pour donner A carré égale 2 facteurs de 2K carré. On effectue un changement de variable en posant K' égale à 2K carré, pour se retrouver finalement avec A égale 2K'. Donc, comme A carré est pair, on a bien montré que le carré d'un nombre pair est pair. Et par contraposé, on a également démontré que la racine d'un carré impair est impair. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, car si c'est le cas, vous pouvez soutenir mon travail en mettant un like et en vous abonnant pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Checkez la description pour plus de maths. Et sur ce, à bientôt.